fois les origines de ce papier, l'histoire, et après le procédé de fabrication. Et les applications, bien sûr. Voilà. Et là, tout est complètement naturel, écologique. Et du coup, vous le vendez? Ah oui, tout à fait. D'accord. J'en ai, si vous voulez, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai apporté quelques papiers. Et vous, Voilà, ça c'est la base. vous vous déplacez un peu pour le vendre ou on vient vous l'acheter parce que vous avez le succès et que vous n'avez pas besoin de... Non, ça nous, on travaille beaucoup, je dirais à 90% avec les photographes. Donc, on imprime beaucoup de photos. On travaille aussi pour l'architecture d'intérieur, tout ce qui est les portes japonaises, le papier peint, ce genre de choses. On travaille aussi pour le textile, j'y reviendrai dans le diaporama. Mais après, la photo, c'est quand même ce qu'il y a de plus, quoi. On fournit, il y a un festival photo nature à côté de Vichy, à Pucé. On fournit tout le festival. C'est nous qui imprimons, qui fabriquons le papier, qui imprimons les tirages. Ça fait 2 mois. Bon, si vous voulez, on va commencer. Alors, rapidement. Donc, un petit historique déjà du papier, parce que souvent les gens confondent et ne savent pas. Donc, déjà trois définitions. Donc, papier, tout le monde connaît le papier, mais la définition, en fait, c'est une matière réduite en pulpe qu'on passe au travers d'un tamis ou d'une toile qui est tamisée. Ça, c'est important. À la différence du papyrus et du parchemin. Le parchemin, donc, c'est de la peau animale, hein, qui est un bon support d'écriture, mais qui est un peau animal, et pas du papier. Et le papyrus, c'est des juxtapositions de végétaux. Donc là, il n'y a pas de transformation en pâte à papier, ils sont juxtaposés les uns à côté des autres, croisés, pliés. Mais voilà, c'est 3 supports d'écriture, mais c'est 3 différents. Il n'y a pas de parchemin, papyrus et papier, c'est 3 supports différents. Voilà. Donc ça a été inventé le papier par les Chinois autour de l'an 0, et donc il y a 2000 ans. Et donc c'est arrivé après 700 ans après au Japon. Là, les Japonais ont amélioré la technique, vous allez voir comment. Et nous, en Europe, c'est arrivé encore 700 ans plus tard. À ce moment-là, c'est arrivé autour de 1003-1004 en Europe par les invasions arabes. C'est les Arabes qui ont pris la recette du papier aux Chinois. Il y a eu une bataille à côté de Samarcande, dans l'Ouzbékistan. Et là, après, c'est arrivé par les invasions arabes, par l'Afrique du Nord. Et puis, les premiers, c'était les Italiens, et après l'Espagne et la France ensuite. Donc le papier d'abord au Japon, donc vous savez au Japon c'était organisé un peu en shogunat, différentes seigneuries, et donc chaque clan avait son papetier, et souvent le papier, ce qui était le plus important, c'était le livre de compte, tout simplement, pour gérer les impôts et tout ça déjà à l'époque, des clans, donc c'était le papier qui servait surtout à ça, et d'un clan à l'autre, ils cherchaient toujours à avoir des papiers plus précieux que l'autre clan, enfin c'est toujours une rivalité là-dessus. Donc les livres se présentaient comme ça, je ne sais pas si vous connaissez un peu la reliure japonaise. Donc voilà, donc c'est contrairement aux livres français ou européens qui s'ouvrent en milieu, là ça s'ouvre avec environ 1 cm ou 2 de décalage, donc vous avez toute la partie qui est fermée. L'avantage de cette reliure, c'est que ça peut être augmenté à l'infini, c'est-à-dire que vous avez des pages à rajouter, vous coupez les fils, vous insérez vos nouvelles feuilles et vous refaites le point de couture. Après, il y a différents points de couture artistiques qui peuvent être réalisés, mais c'est pour ça, souvent on voit sur les photos du 19e siècle au Japon, ils ont des livres très très épais devant eux, c'est parce qu'ils augmentaient au fur et à mesure les registres. Alors après, pour la petite histoire, c'est un papier qui craint pas l'eau. Quand il y avait un incendie dans une cité, ils prenaient les livres, ils les mettaient dans un seau et les plongeaient au fond du puits. Quand c'était terminé, ils remontaient les livres, ils les faisaient sécher et fini. Et nous, pour l'encre de Chine, ça ne bougeait pas. Même nous, on a eu le cas il y a 2 ans sur un festival photo, un photographe qui a eu un tirage comme cela. En fait, son exposition était sous des halles couvertes, donc il y avait juste un rideau métallique la nuit qui fermait, mais le vent passe et l'eau aussi. Et donc sa photo a fini dans le caniveau et a passé la nuit dans le caniveau et dans l'eau. On l'a récupéré le lendemain matin, on l'a fait sécher, il faisait soleil, on a eu de la chance. On a enlevé les poussières avec un pinceau et après on a passé au fer à repasser. Il a pu réexposer dans et la photo, pas une déchirure, l'encre n'a pas bougé et très stable. Je ne savais pas que c'était indélébile. Cette encre-là, parce qu'il y a d'autres encres, effectivement, j'ai eu le cas, un imprimeur une fois qui me racontait qu'il avait, un couple avait voulu, pour leur mariage, ils avaient fait imprimer des photos, des étiquettes pour mettre sur les bouteilles de champagne. Ils avaient tout mis dans les seaux à glace. Avant, quand ils ont sorti les étiquettes, il n'y avait plus une encre. Mais là, c'est pas. Oui. Moi, j'ai même eu des cartes de visite qui sont passées en machine à laver et tout. Ok. Encore oui, je crois bien. Pardon?
C'est de l'encre de Chine. Alors là, oui, mais même ces encres-là qui sont pigmentaires, ça ne bouge pas non plus, on n'a pas de problème. D'accord. Nous, ça nous arrive même pour des effets artistiques d'intégrer, mettons, une feuille plus petite, de l'amener sur une feuille à l'état humide pendant la fabrication pour travailler un cadre artistique ou des choses plus en relief. Donc on l'apporte pendant la fabrication et la feuille est juste égouttée, donc c'est de la pâte encore, hein, c'est plein d'eau, mais on apporte l'impression dessus, et ça bouge pas. C'est de l'eau froide, pas de l'eau chaude, j'imagine. Oui, mais là, oui, c'est une fois. Parce que l'eau chaude, ça doit abîmer quand même. Mais ouais, je vous dis, il y a quand même une carte de visite une fois qui est passée en machine à laver, alors ça doit être à 30-40, c'est pas non plus très. Donc après, il y a toujours eu un lien entre le washi, en fait, c'est le nom japonais du papier japonais, en fait, c'est littéralement papier japonais, c'est wa, c'est voilà, Japon et shi, c'est papier. Et donc il y a toujours eu un lien entre les samouraïs et les papetiers, on va dire, parce que les papetiers, bon, c'était des agriculteurs à la base, donc ils produisaient le riz et les autres céréales et la culture dans l'année, et l'hiver ils produisaient du papier. Et il faut savoir que les samouraïs, dans leur apprentissage, donc il y avait tout ce qui était le combat, les arts martiaux, mais il y avait aussi les arts, écrire des haïkus, la calligraphie, la peinture japonaise, soulier, on y reviendra. Et donc ils étaient friands du papier et ils se fournissaient beaucoup chez les papetiers. Il y a toujours un lien, et aussi également dans leur tenue d'apparat. C'est-à-dire que les tenues d'apparat, c'était des masques en papier, comme vous voyez ici. Donc ça, c'est des masques de théâtre toujours faits encore aujourd'hui. Il y a une grosse économie autour de ce théâtre et les papetiers travaillent beaucoup. Donc là, c'est entre 6 et 12 couches de papier pour faire un masque. D'abord, vous avez le moule en argile. Ensuite, vous recouvrez la première couche, c'est juste du papier et de l'eau. Ensuite, vous avez une colle d'amidon de blé et vous montez les couches comme ça. Après, il y a de la peinture décorative avec du blanc de meudon, de la dorure. Et pour les masques de samouraï, d'apparat, en plus, des fois, c'était laqué. Donc, il y avait la laque. Mais la laque, il y a toujours une sous-couche de papier. Même s'ils travaillent sur un bol de bois ou sur certaines choses, il y a toujours une sous-couche de papier, mais des papiers très très fins, du 10 grammes au mètre carré. Ça, c'était pour les masques d'apparat. Et ils avaient également des armures en fil de papier. Donc là, pour la petite histoire, le monsieur sur le... Ça, c'est un des maîtres avec qui je me suis formé. Sa veste est entièrement faite en fil de papier. Ça, alors. Donc en fait, on fabrique les feuilles. Ensuite, à partir, vous faites des bandes, par exemple, sur une feuille comme ça, vous feriez des bandes tous les centimètres. Vous commencez à vriller, mais vous ne les détachez pas d'abord, vous ne coupez pas en haut et en bas. Vous commencez à les vriller, et après vous détachez un coup en haut, un coup en bas pour obtenir un seul filet. Après c'est filé et c'est passé au roulet. Et à partir de là, vous pouvez le passer au métier à tisser. C'est le cas de la veste qui est là, c'est passé au métier à tisser. Et c'est solide du coup. Ah ben oui, lui, il a toujours fait ça. J'ai même moi une designer textile qui travaille avec le Mobilier National à Paris. On lui fournit du papier, elle fait elle-même son fil, elle passe au métier à tisser. Là, elle a gagné un prix avec pour le palais de Tokyo. Elle est en train de préparer des œuvres aussi en lancement. Mais ça, voilà. Et les samouraïs, il y avait donc des... Alors, il y a toujours un peu le côté, on ne sait pas si c'est... Enfin, en tout cas, les armures en fil de papier existaient. Est-ce que c'était des armures qui servaient en apparat ou dans le combat? Je sais que les Chinois en utilisaient aussi. Là, il faudrait creuser un peu plus. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un. Mais par contre, c'était beaucoup plus léger que nos armures en métal qu'on avait en Europe. Donc voilà pour les arts qu'utilisaient donc les Japonais. Donc voilà la peinture à l'encre, le soumier. Donc ça c'est donc le dessin à l'encre de Chine. Donc ils ont l'encre de Chine, c'est toujours ça, et ça a été à l'époque. C'est un petit bâtonnet de cendre et de résine qui est comme du charbon, quoi, qui est roulé. Et c'est à partir de là, après vous la frottez dans une pierre avec de l'eau et vous la diluez, et là vous obtenez de l'encre. Donc c'était soumi en fait. Soumi c'est charbon en japonais, mais c'est encre aussi, et en général c'est le diminutif pour tableau, donc souligner, c'est ça. Donc ça c'est peint, et pour fixer l'encre à la fin, ils prennent des gros pinceaux, on les plonge dans l'eau, et là vous détrempez la feuille et vous laissez sécher, là ça fixe. Et là, ça c'est un maître d'arts martiaux qui pratique toujours la calligraphie, donc là qui travaillait sur un très grand format, et en plus sous la neige, ce qui permettait que quand les flocons de neige tombaient, ça faisait des spots qui dilataient, qui faisaient voir qui diffusait l'encre par certains endroits. C'était complètement aléatoire, donc c'était un effet artistique qu'il a voulu créer. Donc je vous disais que les samouraïs étaient proches donc, des papetiers au Japon, et quand ils n'ont plus de travail entre guillemets au 19e siècle, les guerres se sont arrêtées, pour continuer à s'approvisionner à la fois en riz, puisqu'ils étaient également agriculteurs,
agriculteurs et en papier. Ils ont donné leur tenue d'apparat, leur selle de chevaux, des éperons, des katanas aux papetiers. Ça, c'est une des plus vieilles, je pense, papeteries du Japon qui a 350 ans. Là, ils en sont à la 14e génération. Et ils ont hérité de tout ça. Donc leur papeterie est un musée à ciel ouvert. C'est là que j'ai pu voir ça. Et c'est eux qui nous ont expliqué que les samouraïs avaient payé leurs aïeux de cette manière-là. Donc la première fois qu'on a vu du washi, du papier japonais en France, c'était en 1615. Donc ça, c'était une caravane, une délégation japonaise, donc avec le prince Hasekura. Et c'était une délégation catholique. Ils venaient visiter le pape. Donc ils sont partis en 1613 du Japon. Ils allaient à Rome. Et en arrivant à la hauteur des côtes françaises, il y a eu une tempête. Donc ils ont obligé de se rabattre. Ils sont arrêtés à Saint-Tropez. Et là, donc ça, c'est écrit dans les archives, hein, c'est bien mentionné. Le témoignage des gens, c'était qu'est-ce que c'est? Vous voyez, on le devine ici, il y en a par terre. Et en fait, c'était du washi, mais en fait, ils s'en servaient pour se moucher. C'était des mouchoirs en papier, premier mouchoir en papier. Et donc, ça, c'est vraiment témoigné sur les écrits. Je suis tombé par un ami historien qui m'a transmis tout ça. Et c'était écrit en vieux français, mais effectivement, ils disent les gens arrivaient derrière parce qu'ils marchaient, ils déambulaient, ils visitaient quand même. Puis ils laissaient leur mouchoir au sol et ils disaient qu'est-ce que c'est que ce support? Ils se mouchent dedans une seule fois et puis après, pas deux, pas trois, ils le laissent. Donc ça, c'est la première fois qu'on a vu ce papier-là en France. Et après, ils montraient aussi, pour montrer le tranchant de leur lame de katana, ils lâchaient simplement une feuille de papier légère sur le tranchant et la feuille se coupait par le katana, si vous voulez. Bonjour. Donc voilà. Donc après, il y a toujours eu le lien, je vous disais, entre les samouraïs et les papetiers, et notamment dans les outils. Donc en général, au Japon, soit ça sort de la cuisine, mais quand un outil marche bien, soit en cuisine, soit en charpente, soit là dans le cadre des samouraïs, on l'utilise aussi pour d'autres domaines. Donc là, le battoir, il y a une étape où on fait le battage des fibres. Et donc ils se sont tout bonnement inspirés du bâton de kendo ou du sabre de katana pour recréer cet outil, ce battoir. Ensuite, il y a une machine, alors en Europe, on l'appelle une pile hollandaise. Donc nous, c'est un cylindre avec des lames. Et eux, ils ont adapté, c'est-à-dire que la naginata, c'est une faux. À la base, pour faucher le riz, c'était la seule acier que les papetiers pouvaient obtenir parce qu'ils étaient agriculteurs. Et si vous voulez, l'acier, c'était pour une destination. Donc les papetiers y avaient droit uniquement pour fabriquer cet outil-là, pas des katanas, mais uniquement la faux, pour faucher le riz. Et en même temps, c'était une arme féminine qui servait aux femmes pour se défendre contre des agresseurs, et notamment des cavaliers, c'était pour couper les jarrets des chevaux. Mais ils ont adapté après l'outil, donc ça c'est une machine qui sert à démêler la pulpe. Une fois qu'on l'a battue, on la met dans cette pulpe, il y a un moteur qui tourne, et donc ils lui ont donné le nom de naginata de la faux parce qu'ils ont équipé l'axe de la machine avec les mêmes lames. C'est un batteur, quoi, ni plus ni moins, pour battre la pâte à papier et obtenir une pulpe. Donc au Japon, le papier, c'était le premier avertisseur, c'est-à-dire que la maison traditionnelle japonaise en architecture, vous avez un corridor qui fait tout le tour de la maison et les pièces à vivre sont au centre. Donc vous avez donc les premières portes japonaises qui étaient à l'époque que du papier à l'extérieur. Ensuite vous avez un vide et ensuite vous avez des deuxièmes portes encore en papier qui filtrent. Donc l'été c'est agréable parce qu'il fait chaud et humide. Au Japon c'est très humide, mais vous avez le papier qui absorbe cette humidité et ça évite que les pièces à vivre soient trop humides. Et après ça relâche. Les Japonais disent le washi respire parce qu'il va se détendre par l'humidité et dès que c'est plus sec il va se retendre mais comme une peau de tambour de lui-même. Et comme c'est collé qu'avec des colles naturelles d'amidon de blé ou des fois de riz, ça joue en fait sur le bois. Et en plus, comme je vous disais, il y a un corridor tout le tour. Donc pour se défendre, en fait, les charpentiers travaillaient le parquet de manière à ce qu'il craque. Il y a un temple, je ne me rappelle jamais du nom, à Kyoto, qui l'appelle le plancher chantant. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas marcher nulle part, même en faisant attention, sans que le parquet se mette à craquer. Et donc là, c'était la même chose. Donc quand les assaillants arrivaient et rentraient sur le parquet, déjà ça craquait, ça les avertissait de manière sonore. Et ensuite, comme sur l'image là, il y avait l'ombre qui arrivait. Donc ils voyaient par où les assaillants arrivaient et eux, ça leur laissait le temps de se préparer pour les recevoir, on va dire. Donc là maintenant, on va en arriver à la fabrication.
Donc voilà, nous, la plante qu'on utilise ici en France, qui est présente depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est le mûrier à papier, ou mûrier de Chine, qu'on appelle le nom latin, c'est Broussonetia papyrifera. Et en fait, son nom-là, ça vient d'un botaniste qui avait une chaire de botaniste à Montpellier, qui était Auguste Broussonnet. C'est lui qui a... Alors, il n'a jamais été en Asie a priori, mais c'est lui qui aurait ramené l'arbre en échange avec d'autres botanistes, notamment anglais. Et du coup, maintenant, on en a dans tout le sud-est de la France, même de manière invasive. Il est classé invasif. Donc nous, cet arbre-là, on le plante pas, on ne le cultive pas. On va uniquement récolter soit sur des terrains qui appartiennent à des mairies ou chez des particuliers. On demande les autorisations et en général, on nous les donne assez facilement. Donc c'est des arbres qu'on peut récolter tous les ans. Donc en fait, c'est un élagage, c'est une taille qu'on fait. Et moi, c'est les mêmes pieds que je récolte depuis maintenant 13 ans, bientôt 14 ans. Donc on coupe les branches de l'année. Donc c'est à peu près des pousses, comme le pouce à peu près, on dirait. Des fois, ça peut être un peu plus gros, ça dépend. Mais les plus grosses que j'ai vues, en un an de croissance, c'était 7 cm de diamètre. Je ne faisais pas le tour avec mon pouce et mon index. Et sur des hauteurs ça peut monter à 4-5 mètres de haut, quoi, en un an de croissance. Enfin, un an. Ça commence la montée de sève vers le mois de fin mars jusqu'à octobre, quoi, à peu près. Vous avez des belles croissances. Donc ça, c'est des arbres qui peuvent être récoltés tous les ans. Au Japon, il y a deux autres arbres qu'ils utilisent, le Mitsumata et le Gambi. Alors, je ne pourrais pas vous donner de nom équivalent en français, parce qu'on ne les a pas. Et alors, le Mitsumata, lui, peut être récolté tous les 3 ans. Et le Gampi, c'est une espèce qu'ils peuvent récolter que tous les 10 ans et qui est sauvage, qu'on ne peut pas cultiver. Donc là, celui-ci devient très rare, même l'autre également. Aujourd'hui, au Japon, ils en ont de moins en moins. Ils les font venir des Philippines, de Thaïlande ou de Chine. Mais eux, avant, ils étaient organisés en ferme, mais là, c'est en train de diminuer trop. Donc cet arbre-là, lui, c'est lui qui a les fibres les plus longues. Ce qui donne la résistance d'un papier, c'est sa longueur de fibre. Là, on est à 13 mm de long, alors que le papier industriel que vous connaissez, souvent, c'est le résineux qu'on considère comme fibre longue, c'est 3 mm. Mais on est à 13, c'est 4 fois plus. Donc là, on coupe, on récolte cet arbre l'hiver, une fois que les feuilles sont tombées. Donc là, c'est la saison, on commence normalement début décembre, enfin, quand les feuilles sont tombées. Donc on coupe les branches, on les met en fagot. On les met en fagot, donc là elles sont calibrées à 80 cm, parce qu'après on va les étuver à la vapeur d'eau pour séparer l'écorce du bois. Contrairement aux industriels, nous on garde l'écorce et le bois n'intervient pas dans la fabrication, et les industriels du papier, c'est l'inverse, ils enlèvent l'écorce, ils gardent le bois. Donc on n'est pas dans les mêmes, et c'est pour ça qu'on a des fibres aussi plus longues. Donc les écorces sont étuvées à la vapeur d'eau, et ensuite on les sépare, comme ici sur l'image, on sépare l'écorce du bois et on les fait sécher. Donc vous voyez, c'est à partir de ça. Donc on n'est pas dans le bois, je peux vous la faire passer, vous pouvez regarder. C'est le même arbre. C'est ça, ça c'est l'écorce qui a été récoltée, j'en ai porté une comme ça vous pouvez voir. Donc nous l'écorce, tous les ans, pour vous donner une idée, on coupe à peu près entre 1 tonne et 2 tonnes de branches. Mais il faut savoir qu'il y a un rendement de 5%. Donc avec 100 kg de branches, vous faites 5 kg de papier. Ben déjà on enlève tout le poids de la branche. Donc, et après il y a encore d'autres parties qui vont partir. Donc là on les fait sécher pendant la récolte, on les fait sécher. Une fois qu'elles sont sèches, on peut les stocker, on les garde, on s'en sert quand on en a besoin dans l'année. Donc la première étape de transformation, on gratte les écorces au couteau. Donc là si vous regardez sur l'écorce, vous avez 3 pellicules. De l'extérieur vers l'intérieur. D'abord, vous avez une pellicule marron, mais qui n'est pas du tout intéressante, il n'y a pas de fibre dedans. Ensuite, il y a du vert et ensuite, il y a du blanc. Donc, on gratte ces écorces au couteau pour séparer le vert du blanc. Donc, le blanc sert à faire les papiers que vous voyez ici. Et le vert, je pourrais vous montrer, on l'utilise, on ne le jette pas, on le garde, on le met de côté, on fait un autre papier avec, qui est couleur un peu vert olive ou moucheté de petits points marrons. Il faut savoir que ce papier, c'était le premier papier toilette. Déjà, c'est du travail déjà pour arriver à ça. Ah ben là, pour une journée de fabrication de feuilles, c'est entre 10 et 15 jours de grattage. Donc pour fabriquer à peu près 30 feuilles comme ça. À la main? Ah oui, tout est au couteau. Oui, comme sur l'image, là c'est un couteau japonais, donc on gratte les écorces au couteau. On sépare l'écorce du vert du blanc, comme vous voyez sur les images. Donc quand moi j'en ai 4 kg secs grattés, on passe à l'étape suivante, qui est donc une cuisson alcaline. Donc alcaline, c'est un pH un peu plus autour de 16 de pH, avec du carbonate de soude. À l'époque, traditionnellement, ils utilisaient de la cendre de paille de riz. Il en faut des kilos.
Il faudrait, je crois, pour ce que je fais moi, il faudrait environ 15 kg de paille de riz brûlée. Donc là, on les fait cuire. Ça dure, alors après, ça dépend de la puissance de chauffe, mais entre 2 et 4 heures de cuisson. Et en fait, le but, c'est de. En fait, il y a plusieurs composants dans des végétaux. Il y a de la cellulose et de la lignine. Et nous, le but, la cellulose, c'est intéressant pour faire du papier, ça joue le rôle de colle entre les fibres. Et la lignine joue le rôle inverse. Donc cette cuisson sert à ça, justement, à dissoudre la lignine. Vous voyez, là, l'écorce, elle est dure, mais après cuisson, vous pouvez la couper facilement avec les mains. Et le but, c'est ça, c'est de pouvoir extraire toutes les fibres qu'il y a dans l'écorce. Donc là, une fois qu'elle est cuite, on la rince, bien sûr. Et après, il y a une étape de nettoyage, c'est-à-dire qu'on enlève tous les petits points noirs à la main. Parce qu'il reste des résidus d'écorce, dans les mains dans l'eau froide, on enlève tous les petits points noirs, les résidus, tout ce qui des fois peut être mal cuit, qui est resté dur ou jaune, tout ce qui va être disgracieux, on va dire, on le coupe, on l'enlève. Ça aussi, ces boulettes de pâte impures, on va dire, on les met de côté et on fait un autre papier qui est déclassé avec, qui est de cette couleur-là, un peu plus foncée, mais qui est moucheté de petits points d'écorce marron. Shitoli, ça veut dire quoi? Alors, shibitoli en japonais, ça veut dire faire la poussière, faire le ménage, hein, tout simplement. Ils ne se sont pas cassés la tête. Et pour l'étape d'avant, passage-là, pardon, je me suis trompé. Pour celle-ci, sozori. En fait, sozori, ça signifie zori, c'était la semelle de chaussures tressées avec du tissu. Et en fait, ils ont donné ce nom-là parce que pour éviter d'allumer le film de la lame du couteau, ils mettaient à l'époque la semelle en tissu pour éviter moi maintenant j'ai remplacé, là c'est des espadrilles avec du jean entouré, enfin voilà, le mieux maintenant ils travaillent des fois avec des semelles de tombe, bien tout simplement. Mais voilà. Alors si, moi j'ai travaillé au début avec un maître qui faisait ça, mais j'ai pas appris jusqu'au tressage de la semelle. Mais voilà, le nom, l'étymologie vient de là. Donc ensuite, il y a le fameux battage dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, c'est cadencé. Donc on étale toutes les fibres sur une table en bois. Et on vient battre avec le battoir. Et c'est cadencé. C'est 1, 2, 3, 4. On passe à côté 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. On fait plusieurs allers-retours. En gros, moi, c'est une demi-journée de battage à la main. C'est pour casser. C'est pour attendrir la fibre et pour les sortir les unes des autres. Parce que dans l'écorce, vous avez des milliers de fibres. Donc le but, c'est de les sortir. On va détisser ce que la nature a tissé pour la retisser après sur le tamis, de manière à faire du papier. Donc là, on le bat. On retourne le matelas fibreux à chaque aller-retour pour bien battre que toutes les fibres soient bien battues de manière homogène. Et voilà, mais on retourne le papier. Après, on peut accompagner de cette petite machine. Donc je vous parlais de Naginata tout à l'heure. Moi, j'ai un équivalent européen qui s'appelle la pile hollandaise. Donc c'est pareil, c'est un cylindre avec des lames. Et là, c'est comme si vous utilisiez un mixeur, mais qui ne coupe pas. Donc ça sert juste, c'est un batteur en fait, plus qu'un mixeur. Ça sert et là, on obtient vraiment une pulpe, une pâte à papier. Et là, on va pouvoir commencer à fabriquer les feuilles. Donc là, vous avez l'équivalent de la pile hollandaise et Naginata qui se servent aussi au Japon. Ah, pardon. Et là, il y a un autre ingrédient qui rentre dans la fabrication. Je vous disais que les Japonais, c'était arrivé 700 ans après les Chinois chez eux et qu'ils avaient amélioré la technique. Notamment avec ça, le toro, c'est un hibiscus. Et eux, ils ont eu l'idée de mélanger le mucilage, c'est la sève qui est dans la racine de cet hibiscus, qui donne quelque chose de très visqueux, c'est comme du blanc d'œuf. Donc ils le mélangent au bain, aux pâtes, pour donner de la viscosité au mélange. C'est comme si ça empêchait l'écoulement. Par exemple, vous le mettez dans une passoire, ça ne coulerait pas. C'est très très lent à l'écoulement. C'est pour laisser le temps de fabriquer la feuille. Je vais y revenir sur le geste de fabrication de feuille. Donc ça, c'est une autre plante qu'on cultive également. Donc ça, on la cultive du mois de mai jusqu'à la Toussaint à peu près. Et là, on arrache les racines, et c'est les racines qui nous servent pour faire le papier, enfin le jus surtout. Et on essaye de ne pas avoir trop de fleurs, on essaye vraiment de favoriser la racine. Donc on bute tout le temps dans l'été pour essayer de gagner, d'obtenir une grosse carotte, on va dire. Et les fleurs, on en garde quand même pour avoir des graines l'année suivante. Mais sinon, on essaye de couper pour ne pas avoir une montée de sel trop forte. C'est vous qui les cultivez? Oui, alors là, par contre, je me fais accompagner d'un ami à Beaune de Venise, nord d'Avignon, qui est viticulteur et qui a les terres qui conviennent. Le savoir-faire aussi, plus que moi. Donc nous, on y va pour faire le travail de désherbage, la taille des boutons de fleurs, ce genre de choses, à la récolte aussi, bien sûr.
mais lui surveille et il a la main. Puis voilà, là-dessus, il est plus efficace que nous. Et donc, ça, c'est au pied du Ventoux. Hein. Là, c'est un sillon de 100 mètres. Donc, on fait un sillon par an. Ça se recèle chaque année. Mais en fait, voilà, avec les fleurs, on garde quelques fleurs pour récolter les graines de l'année suivante. Donc là, la dernière récolte, c'était 90 kg de racines, donc c'était correct. Il y a même des années du coup, où on fait l'impasse quand on a eu une bonne production, l'année suivante, on n'est pas obligé de reproduire. Et donc, pour vous donner une idée du gel que ça donne, ça vous fait un gel très visqueux comme ça. Donc, c'est si vous voulez, vous prenez les racines, vous les battez avec un maillet en bois, ça les éclate. Là, vous couvrez d'eau, et au bout de quelques jours, vous obtenez ce gel visqueux. En une semaine environ. Mais c'est-à-dire que si vous avez une poubelle qui est remplie de ce jus, vous plongez un bol dedans, vous l'immergez, vous soulevez, il est vide. Parce que c'est tellement visqueux que ça ressort. Quand on le prend avec un bol, il faut le prendre, l'immerger et couper avec la main et le faire retomber dedans. Ou alors, moi, une fois, ça m'est arrivé d'en faire tomber au sol et d'arriver à le ramasser. C'est-à-dire que mon seau a débordé, j'ai pas fait attention, mon seau a débordé. Ça a commencé à couler, mais du coup, ça m'a vidé tout le seau. Parce que ça a tout suivi. Et alors après, j'ai réussi à le ramasser en tirant comme si c'était une corde. J'ai tiré et j'ai réussi à le ramasser. C'est impressionnant hein, comme jus. Donc alors pour la fabrication des feuilles, donc là on travaille avec un cadre. Là, ce cadre-là fait 1 mètre par 66. C'est celui qui a servi à faire les feuilles que vous voyez ici. Donc c'est un cadre fermé, c'est une natte en bambou un peu comme la natte à sushi, mais en beaucoup plus fin. Et fermé dans un cadre en bois, ce qui va servir à tamiser, à filtrer le mélange aux pâtes. Donc là, comme je vous disais, donc dans la cuve, il y a de l'eau, la pâte à papier issue de l'écorce de mûrier et le mucilage de racines d'hibiscus. Donc ce mucilage permet de garder le mélange en suspension sur le tamis et de faire courir une vague d'avant en arrière et ça oriente les fibres, ça donne plus de résistance au papier. C'est là-dessus que les Japonais ont amélioré la technique grâce au mucilage et aux gestes de fabrication. Et on obtient des feuilles beaucoup plus fines. Donc on prend de la pâte en plusieurs fois. Contrairement aux gestes européens qu'on peut avoir dans les moulins à papotier en France, où on va prendre en une seule fois, on soulève, la pâte s'écoule. Là, au contraire, eux, ils cherchent à faire partir la pâte le plus rapidement possible. Même ils chauffent souvent l'eau pour qu'elle soit plus fluide et qu'elle s'écoule plus facilement. Et nous, c'est l'inverse. On préfère de l'eau bien froide et que l'eau reste le plus longtemps possible sur le tamis. Et on prend la pâte en plusieurs fois, on tisse. Ce que je vous disais, on a détissé ce qu'a fait la nature pour la retisser là sur le tamis. Et les papiers européens, si vous voulez, c'est comme le joli cadeau. Vous lâchez ça se met dans tous les sens, il n'y a pas d'orientation. Alors que là, il y a vraiment une orientation, c'est dans le sens, dans ce sens-là, où les fibres sont comme ça. Parce que quand vous parlez de longueur de fibres, là je vois que de la pâte, donc il y a quand même. Ah ben la pâte, oui, alors il faudrait la regarder au microscope, mais c'est des fibres quand même, oui, ça se. On ne voit pas à l'œil. On les voit quand on prend des blocs de pâte comme ça se voit parce que ça fait des poils, si vous voulez. Qui sortent du paquet de pâte. Et en plus, là, avec le jus de racine d'hibiscus, c'est un dispersant. C'est-à-dire que, contrairement au type européen, vous plongez la main dans une cuve à papier en France, vous relevez, vous avez la main pleine de pâte. Là, vous faites ça dans cette cuve-là, vous relevez, vous avez ça disperse. C'est pour éviter d'avoir des grosses flocs, et c'est comme ça que ça donne des papiers beaucoup plus transparents aussi, et plus fins. Donc on fabrique les feuilles comme ça, on prend de la pâte en plusieurs fois. Donc j'ai des câbles qui m'aident à soutenir le poids du tamis. Parce que là, à peu près, en général, quand je prends le mélange de pâte sur le tamis, il y a environ une vingtaine de kilos. Donc j'ai 4 câbles supplémentaires qui m'aident à soutenir le poids. Donc une fois que la feuille est faite, on vient libérer le tamis. Donc la natte en bambou. Donc j'ai un support, une table sur laquelle j'empile toutes mes feuilles. Donc on pose la natte et on soulève. Et la feuille reste en dessous et on libère le tamis pour en fabriquer une seconde et ainsi de suite. Donc on peut mettre des tissus intercalaires ou pas, ça dépend. Et ensuite on vient presser l'ensemble des feuilles pendant une journée, on presse les feuilles pour chasser l'eau. Et une fois qu'à la fin du pressage, la feuille se tient, si vous avez encore une ligne, elle se tient. Excusez-moi, oui. Le grammage de la feuille, du coup, quand on, par exemple, comme les cançons, on disait 120, 180, 220. Voilà, alors nous on commence à 7-10 grammes au mètre carré. Et on va jusqu'à là par exemple, on est autour de 70 grammes, mais ça équivaut à un 140 grammes de canson. D'accord. Mais je monte exceptionnellement des fois à 100 grammes, mais honnêtement, il n'y a pas de raison, quoi. Déjà, pour vous donner une idée, des papiers comme ça, moi j'ai une designer en Belgique qui a fait des transats avec ça.
Bon, on dirait du lin, en fait. Comment? On dirait un peu des feuilles de flacon, on dirait du lin. Alors là, on est encore plus long en termes de longueur de fibre, donc ça donne c'est assez proche, un chanvre, lin, et ça, mais là c'est encore plus résistant comme type de fibre. Et du coup, oui, comme au niveau de résistance, avec un papier 70-80 grammes, la personne avait fait des transats, donc on pouvait ça résistait au poids d'une personne. Donc on a même fait des vêtements. Merci. Donc voilà pour les grammages, mais je vous montrerai, j'ai différents grammages. Donc voilà, donc on libère, donc on presse, voilà, j'en étais au pressage, donc on presse, ça chasse l'eau, là la feuille se tient mais elle est encore humide et on les met à sécher sur des panneaux de bois. Donc avec une brosse bien à plat, vous les posez à plat sur le bois et après c'est le vent et le soleil qui font leur œuvre qui sèchent. Donc ça reste collé au papier, au panneau de bois. Il faut même, pour les enlever, après vous êtes obligé de gratter avec l'eau, vous décollez un doigt et vous tirez, mais vous tirez vraiment fort quoi, pour les décoller. Et comme il y a de l'eau, ça rejoint la fibre, rejoint l'autre fibre du bois finalement, et ça se colle, et après il faut vraiment tirer pour les décrocher. Donc là, ce procédé-là, vous voyez, il est complètement naturel, contrairement forcément au papier industriel. Pour vous donner une idée, au Japon, avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas d'industrie papetière au Japon du tout. Et il y avait 68 000 papetiers à travers le Japon. Alors je fais souvent le parallèle pour qu'on s'en parle plus. Il y a 85 000 coiffeurs en France actuellement. Donc, vous voyez, 85 000 coiffeurs, 68 000 papetiers, il y en avait un à tous les coins de rue. Et donc tout le papier était fait de cette manière-là. Il y avait toute une filière. Il y avait les agriculteurs qui produisaient les arbres pour les papetiers, les racines également, l'hibiscus. Et après les papetiers produisaient, eux ils s'en servaient pour tout. Ils s'en servaient pour la maison, pour les portes japonaises, pour se vêtir. Vous verrez tout à l'heure, j'ai vu l'exemple où ils faisaient des capes de pluie de paysans et des vestes de pompiers en papier. Ils faisaient des chaussures, ils faisaient pour la calligraphie, les armes, les livres, tout ça. Le papier administratif était fait à l'époque comme ça aussi. Donc voilà, l'industrie papetière a fait que ça a cassé, mais à 68 000 papetiers, on pourrait produire la même quantité que pour des besoins. Donc nous, voilà quelques exemples d'usage qu'on a fait. Donc on travaille avec une vitrailliste en Bretagne, Pauline Legoïc, qui elle a eu l'idée de mélanger verre et papier japonais dans ses vitraux. Donc elle est venue à l'atelier pour se former à découper le papier, le déchirer à la main, c'est-à-dire que nous on n'utilise quasiment jamais le cutter ou le ciseau. On plie, on humidifie, on déchire. On humidifie avec une éponge et on déchire. Comme ça permet de garder les fibres et le collage, c'est mieux. Et beaucoup de donc elle, on lui a intégré des plumes, là par exemple, dans le papier, pour donner des effets artistiques. On peut faire, vous verrez, j'ai des papiers à inclusion, on peut intégrer toutes sortes de choses dans le papier. Donc c'est un sandwich, vous avez une première feuille, des éléments et une seconde. Donc là, elle a joué là-dessus. Là, c'est des graines de lin. Là, c'est des papiers gris. Et donc, elle est venue pour apprendre à coller le papier sur le verre. Donc, on n'utilise que des colles d'amidon de blé, principalement amidon de blé. Ici, ça remarche en ordinateur. Lui, il va marcher sur l'ordinateur. C'est toi qui vas réparer l'ordinateur. Donc ça, voilà, je vais parler de cape de pluie de paysan, mais voilà, là, le bob a été fait de cette manière-là. Donc là, il est imperméable, il peut supporter, nous on s'était fait des casquettes à une époque, ça supporte bien les orages. Après, vous la faites, même si elle prend la pluie, vous la faites sécher, je dirais, comme n'importe quel autre vêtement. Mais pourtant, vous dites qu'il y a une feuille, vous la pliez en deux, et humide, ça se déchire. Oui, mais là, c'est en tirant quand même. Oui. Mais là, en plus, là, il y a un jus imperméable dessus qui fait que ça. Mais bon, comme je vous disais, là, quand la feuille, la photo, elle avait passé la nuit dedans, mais comme il n'y a pas eu d'effort mécanique dessus, elle ne s'est pas déchirée. D'accord. Donc après, des luminaires, ça c'est assez classique comme usage, parce que vous verrez les transparences. Après, on travaille aussi tout ce qui est porte japonaise. Donc ça, c'est dans notre showroom. Après, on peut travailler des filigranes. Donc on travaille régulièrement, on a fait plusieurs commandes pour des particuliers de porte. Voilà, avec des filigranes, on peut faire différents motifs artistiques. Donc tout ça, c'est tout collé qu'avec des colles d'amidon de blé. Donc la partie photographique, donc comme là vous le voyez aussi, toutes les photos qui sont imprimées ici sur notre papier. Et on a travaillé également avec un spécialiste de photographe en photo japonaise du 19e siècle. Donc ça, c'est une expo qui est partie à New York et au Musée de la Maison de la Culture du Japon, à Paris. Donc c'est des photos du 19e siècle imprimées sur notre papier.
Donc, au départ, il était parti de photos qui faisaient 9 par 9 cm avec un très bon scan, il a pu les agrandir et on les a imprimées. Il en a même été ému parce qu'il y avait des photos où à l'époque le photographe venait sur la photo, c'est-à-dire qu'il lançait la prise de vue, elle était tellement longue la prise de vue qu'il avait le temps d'aller se positionner devant. Alors il est flou en général parce qu'il bouge, mais des fois le photographe est présent sur l'image. Et ça c'est le festival Picture for Nature, donc ça c'est un festival photo nature écologique qui s'est monté là cette année, ce sera la 3e édition en 2024. Donc c'est à côté de Vichy, à QC, et donc c'est nous qui faisons tous les tirages du festival sur notre papier. Donc tous les ans, il y a environ 200 tirages sur nos papiers, les photographes qui viennent exposer, qui impriment, enfin c'est nous qui fabriquons les papiers et qui imprimons. C'est vous imprimez. Oui, tout ça c'est nous qui avons imprimé. Et donc voilà, la conférence est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais sortir les papiers si vous voulez voir d'autres choses un petit peu différentes du papier photo. J'ai une question. Oui. Par rapport à ce que vous avez dit au début, déjà des Chinois et puis les Japonais qui avaient amélioré la technique avec les équipes. Du coup, les Chinois, ils n'ont pas essayé de pomper les Japonais. Mais même encore aujourd'hui, les Sud-Coréens ont un papier assez similaire, mais les Chinois, non. Ils sont restés sur ce qu'ils faisaient. Ouais. D'accord. Ils travaillent plus le bambou, la paille de riz, ils travaillent plus des choses comme ça. Ils travaillent le riz un peu aussi, mais je dirais que ça donne des papiers différents. Papier chinois. Ça me dit rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui commence par érable, je crois bien. Attention. Viens te mettre là-dessus. Tu vois, si vous voulez mettre là. Vous voyez, on peut intégrer donc, des végétaux, donc le but c'est de les mettre dans la lumière. Ça se faisait, Mais là, l'avantage c'est que nous on les enferme dedans. oui, c'est ça, parce que ça se fait aussi chez nous là-bas. Voilà, mais eux, la différence c'est qu'ils le mettent dans la cuve. Ils le mettent dans la cuve, ouais. Alors que nous on ne le met pas dans la cuve. Nous on décide de l'endroit où on va les poser. D'accord. Donc on fabrique une feuille Et après, on renferme, c'est un sandwich. on faut 2 feuilles. Et c'est ça, et du coup c'est stable à la lumière. Moi ceux-là ils ont 2 ans, ça va pas bouger. Ouais, ça reste les autres, je passe. Mais voilà. Parce que Là, j'en ai les abajoux, ça passe. Mais voilà, là ça passe pas. Parce que C'est ce qu'elle fait. le vert reste vert et le rouge reste rouge. Alors que le coquelicot, normalement, des fois en moins d'une journée, il est fini. Quoi. Si une fois vous l'avez coupé. Et là, le coquelicot. C'est ce qu'elle fait avec le verre. Elle met en sandwich. Alors, c'est nous qui faisons et après, elle le met, elle le colle sur le verre. Il y a un côté lisse et un côté. Oui, c'est le support de séchage. Vous savez, je vous ai dit qu'il y avait le Le côté lisse, c'est Tout à fait. Regarde, elle est plus verte. Regarde. Donc ça, c'est un autre format qu'on fait 1m50 par 50. Regarde, c'est ce que j'ai. Alors ça, c'est avec du faux poids mêlé et du bambou. Ici, un peu plus récent. Ah oui, j'ai dit, c'est le virus. Non, c'est pas du Ah non, tout. c'est C'est du bambou en bas. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà. Donc ça, c'est pour, voilà, nous on a régulièrement des gens qui prennent des feuilles comme ça, pour mettre en décoration chez eux, devant les fenêtres, et ils sont des conditions de marche. D'accord, vous les vendez à la demande. Voilà, mais tout ça c'est à vendre par exemple. Voilà, là on a des inclusions de fils, donc ça c'est des formats plus petits. Ah, c'est joli, regarde, des jolies bulles. C'est une Et là, comment vous faites? Vous faites ça, vous faites bulles, là? Alors ça, c'est un effet qu'on fait pendant la fabrication. Oui. Jour avec. C'est plus ou moins sec, c'est ça? Vous faites des ça. bulles. Oui, une technique, voilà. Oui, c'est pendant, non, mais on imagine qu'il y a plus d'eau, moins d'eau. C'est ça, Oui. exactement. Voilà. On y a bien. Et au niveau prix, c'est plus cher que. Alors, les papiers artistiques, oui, sont. Voilà, là ça va entre. La feuille avec le coquelicot est à 75 €.
Celle avec le poivrier, le faux poivrier, le bambou, elle est à 175 €. Celles-ci sont à 150. Ça, c'est la partie, celle-ci par exemple est à 30 €. Ça, c'est avec la partie verte de l'écorce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est Pour le dessus, il y a toujours un côté lisse. Ouais. Et après, est-ce que vous pouvez éventuellement peindre dessus? Ah, mais moi j'ai À beaucoup l'encre de d'artistes. Chine ou à je sais pas Ah, quoi. mais ça, j'ai même vu l'autre jour, on a eu, parce que c'était la quinzaine du Japon de l'Italie, il y a un calligraphe japonais qui est venu et qui a fait 2 œuvres sur ce papier-là. J'ai une question, ça c'est pas possible pour la gravure ou la minérale. Ça peut aussi, oui, ça peut marcher. Et en durée de vie, ça doit être assez. Ah, mais ça, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Et celle-là, combien vous les vendez? 30 €. Alors, la verte, enfin, toutes celles qui sont ici, elles sont toutes à 30 €. Les blanches aussi. Il y a des blanches très fines à 30 grammes. Et ça laisse passer un peu la lumière ou pas? Ça, c'est 30 grammes. Donc, ça, celle-ci laisse passer la lumière. Ouais, c'est vrai. Pardon? Faire si fin. Ah, mais je fais même encore plus fin que ça. Je fais un passage, tout simplement, on prend moins de matière. Après, là, pour fabriquer par exemple les feuilles comme ça, photo, je fabrique 2 feuilles que je superpose le maçon pour avoir cette épaisseur-là. Et là, en fait, c'est magnifique. Là, vous voyez, par exemple, celle-ci, c'est fait avec du verre, mais elle est très fine aussi. Je sais pas si vous voyez. Ah oui. Si vous la mettez dans la lumière, c'est bon. Voilà, là on est autour de. Est-ce que ça donne des Non, je incendie? Parce qu'on peut très bien la mettre avec une bouteille, enfin. peux même le faire à repasser. Oui, oui, Je donc ne on pas a une venir LED, le passer. on a une LED. Mais même moi, nous, on a eu des années nos lampes de chevet avec un papier blanc Oui. qui était à. L'ampoule incandescente, hein. Oui, maintenant, on était à 5 papiers, ça n'a jamais rien fait. Et on s'en est servi des années. D'ailleurs, il y avait une Japon, il y avait une ventilateur là. Noguchi. Oui, il fait des lampes. J'ai regardé le jour, c'est. Ah, mais souvent, elles reviennent chez nous, on n'aurait pas. Elles sont superbes, c'est bon. J'en ai réparé une autre des encore de devant. Oui. Mais parce que après, des fois, c'est souvent les chats qui viennent les griffer. Les gens nous téléphonent, on nous demande ce que vous réparez, on répare. Ça se déchire, et on tire. Ah, mais oui, si on met force dessus. Après, là, je vous disais, il y a aussi le papier qu'on fait avec une étape de nettoyage en moins. Donc ça nous donne ça. Et vous faites qu'une seule sorte de corps. Moi, j'utilise que le mûrier. J'ai voulu faire, parce qu'au début, on était sur Arles en Camargue. J'ai voulu faire avec la paille de riz, mais la paille de riz est trop cassante, moins qualitative. Du coup, j'utilise que le mûrier. Elle est un peu plus épaisse. Voilà, c'est ça. Là, il y a une étape de nettoyage en moins, contrairement à ces papiers-là. Ça donne du charme. Et vous le récupérez où, l'écorce? Alors, chez des particuliers, sur des terrains communaux, je demande des autorisations, parce qu'il a l'état invasif et sauvage. Donc, je vais couper sur des terrains. Et on peut écrire avec n'importe quel. Il faut juste, là, les papiers, il faut éviter le stylo plume encre. Parce que Ça sinon- diffuse. Voilà. Trop la diffusion. Mais oui, si je le sais à l'avance, je vais mettre une colle pour éviter. Mais la plupart du temps, on m'en demande jamais. Donc, Et du coup, si on veut écrire, je sais pas moi, une enseigne, un panneau, un truc comme ça. et après, il y a tout ce qui est encre de Chine, même des stylos point-feutre, fine, tout ça, ça marche. Moi, j'ai des gens qui des stylos feutre Avec un marqueur, non? Ouais, c'est ça, J'arrive j'arrive. à faire un essai. Oui, c'est ça. Mais j'ai des gens qui ce qu'on appelle le street art, là, qui font avec des feutres, qui j'ai quelqu'un de mon côté. D'accord. Ok. Il y a toujours des endroits. Voilà, on va faire Les fausses blanches, c'est beau de poser. Ah oui, Toutes les blanches, c'est 30, ça. oui, en gros, tout ce qui est là, c'est que les très artistiques qui sont. Oui, tout est à 30 €. Et j'ai celle-ci. Il y a un petit peu de différence. Est-ce que vous faites des expériences?